ils avaient décidé d'aller prendre Dakar. Parce que le gouverneur général était hostile, il a dit non. Ici à Brazzaville, le gouverneur général, je crois que c'était M. Husson. Pas question. Le général de Gaulle était rejeté. Il était perdu. Alors, on a envoyé une frégate pour prendre Dakar par la force. Ça a échoué. Ils n'ont pas réussi. Entre Félix Eboué, qui était envoyé au même moment comme gouverneur du Tchad, alors il avait trouvé comme une nomination un peu anormale, puisqu'il avait déjà servi à Noubangué-Charé pendant près de 22 ans. Où il a pris tous les rites, il parlait de sango, tout le machin. De la Guadeloupe, on le rappelle, le médecin de la France, et on l'envoie au Tchad. On le supplie, vas-y. Il est venu au Tchad, mais il a écrit le chèque de Dakar a permis qu'il envoie une lettre secrète au général de Gaulle, qu'il acceptait. Le général de Gaulle a bondi sur cette thèse. Il est venu au Tchad et on a fait arrêter, je ne peux pas m'étendre là-dessus, le général Husson, qui était là, rebelle contre le général de Gaulle. Et à un moment, je crois, l'Armina qui est venu là, sommairement, il a dit que ça ne suffit pas le général de Gaulle, un homme, Félix Eboué, gouverneur général de l'Afrique équatoriale française. C'était une belle occasion. Et le Brazzaville était déclaré comme capitale de la France libre. Donc j'entends toujours les politiciens parler de ça. Brazzaville, capitale de la France libre. Mais on n'entre pas dans le fond. C'est Eboué qui a fait de Brazzaville capitale de la France libre, comme je t'ai mentionné, le général de Gaulle. Et c'est ici, à Brazzaville, le 16 novembre 1940, est créée la médaille de compagnons de libération. Ici, c'était à peine 1038, dont Félix Eboué. Oui, mais qu'est-ce qu'il fallait faire donc? Bon, alors, il fallait conquérir la France. C'est ici, à Brazzaville. Il a décidé de créer la deuxième division blindée dirigée par le général Leclerc, avec les militaires, les tirailleurs sénégalais. Quand on appelait les tirailleurs sénégalais, le Sénégal ne voulait pas dire que ce n'est pas les Sénégalais, les Congolais, les Camerounais, les Tchadiens, tout ça, l'Afrique noire, qui était véritable, une armée puissante qui n'a jamais existé en Europe. Ben, ils sont partis à la conquête de la France. On peut dire le co-dirigeant de cette affaire, c'est Félix Eboué, le général de Gaulle, au même pied d'égalité. Hein. Et c'est à partir de là, on a traversé, après le Tchad, l'Angleterre et la France, le grand chemin qui mène sur Paris. C'est comme nous, on chantait dans l'armée. Ce sont les Noirs. On ne peut pas comprendre cette situation, mais c'est une prophétie. Hein. Comment Félix Eboué a réussi cette situation? Alors, on est parti. On a attrapé les faisans et tout ça. Le général de Gaulle avait dit, moi je dois mettre les pieds à Paris avant les Américains, avec la puissance de l'armée des tirailleurs sénégalais, marocains, tunisiens, ce qui est arrivé. Le général de Gaulle est arrivé à Paris sous des acclamations en 1944.
Est-ce que vous pensez que la France n'a pas été reconnaissante envers ces tirailleurs? Pas du Envers tout. vous? N'a jamais été reconnaissante. L'homme est blanc, hein. Jamais n'a connu la force de l'homme du noir. Parce que là, je ne peux pas aller avec vous en profondeur si je voulais faire la genèse de l'homme noir. C'est de ça que nous avons besoin aussi. La genèse de l'homme noir, ça va de loin. Ceux qui connaissent la parole de Dieu, l'homme le plus puissant du monde a été l'homme noir qui s'appelait Nimrod. Parce que il est dit, ce qui est a déjà été dans la parole de Dieu. Ce qui sera déjà été, Dieu ramène ce qui est passé. Ça, c'est ce qui le comprend. Je parle de l'homme noir, c'est une puissance indéniable. Bon, le général de Gaulle est arrivé en France, la guerre a pris fin. Bon, alors, mais gouverneur général de Boué, l'homme est puissant. Son histoire est très, c'est dur. Mais elle a dit, le général de Gaulle, oui, nous avons gagné la guerre, mais il faut que l'Afrique soit libérée. D'où l'organisation de la conférence de Brazzaville du 30 janvier au 8 février 1944. Il a rédigé tout le contenu. Que les Noirs doivent bénéficier d'être récompensés du fait d'avoir gagné la guerre. Vous parlez du général de Gaulle et des autres qui ne sont pas reconnaissants envers les Noirs et dont Félix Eboué. Mais je pense qu'à Brazzaville, il y a un stade qu'on appelle Stade Eboué, c'est déjà une marque de reconnaissance. C'est zéro. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est un truc caché. Le général de Gaulle méritait plus que ça. Vous savez, après la conférence de Brazzaville, il est allé au Caire, monter le Nil. En partant là-bas, il est parti avec notre beau-père, qui s'appelle Yembi, du village d'Oyenze, en Ngoko là-bas. C'était son cuisinier, un ancien combattant de l'armée française. Il est allé au Caire. Alors, on l'amène, on l'invite pour aller faire un exposé au lycée français du Caire. Mais cet homme-là, je crois, moi je n'ai pas d'intention à donner, mais je crois qu'il avait eu un coup. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Qu'est-ce qu'il avait pris? Est-ce un poison? Moi, je n'en sais pas. Au cours de sa conférence au lycée français du Caire, il tombe. Et son cuisinier, on l'amène à l'hôpital. Dans les bras de M. Yembi, qui est notre beau-père du village de Vous avez dit Ngoko. Hein? De Ngoko. Ngoko Oyenze. Je crois qu'il fait partie de la famille de Zambila. Le sénateur, s'il m'entend. Alors, il est mort au Caire. Il est resté là à un moment donné. Toutes les résolutions que le gouverneur général de Boué avait initiées, conjointement avec le général de Gaulle, n'ont jamais été appliquées. Et ceux qui ont combattu en France n'ont jamais été récompensés. D'où la rébellion à Dakar contre le gouvernement en place, parce qu'ils réclamaient les arriérés de salaire. Mais l'armée française qui était là massacrait les anciens combattants. Hollande, après la francophonie, là, est allé inaugurer ça, a reconnu le mal que la France a fait à l'Afrique aux anciens combattants. Il a reconnu. Moi, je dis des choses que j'ai entendues. Voilà, je dis que les Français ont été méconnaissants vis-à-vis de l'homme noir. Parce que la guerre, nous l'avons gagnée ensemble. Nous allons avancer. Donc après l'armée française, vous revenez au Congo. Nous sommes donc en quelle année? Et quand vous rentrez au Congo, vous faites quoi?
Et je suis rentré dans l'administration des douanes. Donc vous êtes rentré dans la douane, Oui. vous avez exercé dans la douane. Oui, oui, ça. Et la douane de l'époque, elle était comment? Est-ce que c'est comme la douane d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? On ne peut pas comprendre. Un jour, je me suis enflammé à Maya Maya. Quand j'ai vu le douanière me demander, je veux ouvrir ta valise là. Quoi? Tu veux? Est-ce que c'est la parole des douaniers? Les douaniers ont le droit d'ouvrir la valise des gens. Les douaniers avaient le droit de demander, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Un pointeur, c'est l'obligation des gens. Ceux qui étaient là debout, disent, mais laissez là, c'est un chef, il a été avec nous à Miami. Il a été abattu. C'est différent. Quel a été votre rapport lorsque vous étiez douanier? Quel a été votre rapport au sein de la douane congolaise? Mais c'est le respect de la législation douanière. L'application, il savait que le chef est là à côté de vous. Il fallait connaître le tarif. Il fallait connaître les règles qui régissent cette administration. Un point près. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Moi, c'est pas. Et vous avez des amis à l'époque Beaucoup sont déjà sortis. Hein. Je vois les jeunes qui sont là, parfois. Est-ce que vous avez des noms, des souvenirs comme ça de vos amis de douaniers de l'époque? Mais oui, j'en ai des souvenirs, comme les grands Okabe, Saturnin, Luigi Dominique, Madita, Philippe, Ngoma Jean-François. Bon, ceux-là, c'était nos chats. Mais c'était merveilleux. Mais aujourd'hui, je ne peux pas donner, n'est-ce pas, mon point de vue. C'est un peu difficile. Bon, moi, j'aurais voulu cheminer avec le gouverneur général du Boué. Allez-y. Parce que c'est la question pertinente qui m'a permis de venir ici. Allez-y. Parce que Félix Eboué, je vous ai dit que je l'appelle l'homme d'un peuple de la nuit. Ici en France, les gens me disent ça, ils ont reconnu ça. Mais il y a un professeur qui est allé, vraiment vous avez raison, il est allé me prendre, M. Pierre Léonard. Il est allé chercher un livre qui s'appelle « C'est Noirs qui ont fait la France » à cause de ma réaction. C'est Noirs qui ont fait la France. C'est Noir. Il faut que vous le trouviez. Vous les trouvez tous les généraux, depuis Aimé Césaire, jusqu'à Monerville, qui a dirigé le Sénat français pendant 25 ans. C'est merveilleux. Vous allez trouver Félix Eboué là-dedans. Il m'a donné ça. Valide pendant un mois. J'ai dit, bon, pas seulement dire, je l'ai acheté. Mais voilà ce que je propose aux autorités congolaises pour perpétuer la puissance de cet homme, Patrias Eboué, puisque à Paris on a fait Roissy, Charles de Gaulle. J'aurais souhaité que Maya Maya aussi devienne Maya Maya Félix Eboué, pour que les jeunes déjà cherchent à connaître cet homme. Pendant le mandat de Sarkozy, il a baptisé l'aéroport de Cayenne, aéroport Félix Eboué. Les jeunes gens, même de la Guadeloupe, ne le connaissaient pas. Quand je suis avec eux, quand je parle de Félix Eboué, ils disent, mais vous êtes des Guyanais. Il dit, ben je connais, parce que c'est un grand Africain. Ce qu'il a fait en Afrique, c'est plus qu'en Guyane. Puisque au moment où il était là, c'est aussi Félix Eboué qui a libéré, parce qu'au moment de la Guadeloupe, la Cayenne, la Guyane, la Martinique étaient encore des colonies comme nous. C'est après la conférence de Brazzaville qu'ils étaient devenus des départements français. C'est Félix Eboué qui a joué le rôle.
Voilà ma réaction. Je demande aux Congolais de rendre Félix Eboué immortel. En dehors du stade, il faut un aéroport Ah, au nom de Félix oui, Eboué. là-bas, c'est bon. Charlie, Roger Charles de Gaulle, Maya Maya, Félix Eboué. Voilà, bonne connexion. Je vois que vous êtes très, très poignant quand vous parlez de Félix Eboué. Est-ce que cette force que vous avez maintenant a été la même que vous aviez exprimée lorsque vous étiez militant syndicaliste? Oui, j'étais toujours très actif. Très actif au point où à un moment donné, quand la CSC commençait à culbuter, là, en 1992, nous avons créé la CSTC. Et vous étiez d'abord dans la Confédération syndicale congolaise. congolaise. Quelle était votre principale lutte? Et qu'aviez-vous fait, vous, au profit des travailleurs, au profit enfin, pour vos idéaux, qu'avez-vous fait? Qui était avec vous? Qui était votre dirigeant? Et quels étaient les discours? Mais les discours, j'ai connu des gens comme Diallo Idrissa, j'ai connu comme frère Lati Repelli, non, après Diallo Idrissa, il est parti en France pour toujours la manifester. Après est venu Bokamba Yangouma. Bokamba Yangouma est parti, bon, c'est l'autre qui est là encore. Mais restons dans la période de chacun. Ouais. Diallo Idrissa, vous gardez quoi de lui? Vous retenez quoi de lui dans la lutte syndicale? C'était un grand militant parce que c'est un qui a créé la CST, centrale unique, parce qu'il y avait plusieurs syndicats. Les syndicats, il y avait la conférence syndicale des travailleurs croyants, beaucoup la CCCL, et ainsi de suite. Mais quand l'autre est venu, tous ces syndicats ont été complètement abandonnés et détruits. On a fait une centrale unique. Mais qu'est-ce qui a changé dans la vie des travailleurs au Congo par rapport à votre lutte? Qu'est-ce qui a changé? Les gens étaient très militants. Il y avait quand même le centralisme démocratique qui était le jeu le plus. Est-ce que la vie du travailleur congolais s'était améliorée? On se souvient qu'à l'époque de M. Bokamba Yangouma, c'était pratiquement une force qui pouvait même déstabiliser un pouvoir. Qu'est-ce qui a vraiment changé dans la vie des Congolais à votre époque? Ça n'a pas changé, mais c'était quand même, il y avait l'enthousiasme autour des idéaux révolutionnaires. C'est tout. Et M. Bokamba Yangouma, pour vous, c'est quel témoignage faites-vous de lui? Il a été dirigeant, comme tous les autres. Il y a des hauts et des bas. Ça arrive, hein. Ça arrive. À la conférence nationale, il a parlé de lui comme étant un gros poisson que l'on cherchait. Pourquoi il s'est appelé gros poisson, selon vous? Mais oui, parce que nous étions au mois de novembre 1990 au congrès de la CSC. Celui qui présidait le débat, c'était le Kunju Itio surtout. Il s'avérait qu'il y avait une force qui se dégageait.